Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Diagonale. C'est un nouveau Club Mounegou, un Club Mounegou d'actualité. Adrien est là. Salut Adrien. Salut Damien, salut à tous. Et Rome est également ici. Salut Rome. Salut Damien, salut tout le monde. Voilà, donc ce soir on va recevoir Fabien Pigalle, journaliste de Nice Matin et correspondant en principauté pour une émission au sommet, Adrien, avec un sommaire assez chargé. Ouais, réunion de crise, hein, effectivement, c'est la crise à l'AS Monaco, déjà la reprise, 2 petites journées de championnat et ça y est, on est en plein dedans, un 0 pointé, une place de lanterne rouge, 6 buts encaissés et aucun inscrit. Tous les indicateurs sont au rouge et au milieu de tout ça, donc un homme cristallise toutes les tensions, on le sait, hein, c'est Leonardo Jardim. Live Team a dégainé en premier dans un édito, la Diagonale a répondu. À coup de hashtag JardimOut, on sent que la communauté monégasque se déchire sur le cas du technicien de Madère à mesure que de plus en plus d'insiders semblent vouloir dévoiler l'envers du décor. Oui, des révélations qui soulèvent énormément de questions. Jardim est-il réellement la source de tous les maux au sein du club ? Le recrutement trop lent est-il également le fruit d'un manque de vision au sein de la direction ? Jardim peut-il survivre à cette période troublée ? Des réponses auxquelles on va tenter de répondre ce soir. Ouais, ce soir avec Fabien, donc, que l'on reçoit dans ce Club Mounegou. Bonsoir Fabien, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir tout le monde, merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Ouais. Tu étais venu il y a pas longtemps, hein, déjà, c'était pour l'émission bilan de la saison passée. On va voir s'il y a des choses qui ont changé depuis. En tout cas, l'actualité de l'AS Monaco, elle fait beaucoup parler depuis ce samedi et la défaite à Metz. Est-ce que tu es attentif à ce qui se dit et se raconte ailleurs quand même, notamment sur les réseaux sociaux ou les autres médias de la communauté ? Non, on est toujours quand même attentif. Après, il faut toujours aussi se poser la question, est-ce que parce que les réseaux sociaux, ça a toujours tendance à accentuer le phénomène. Est-ce que c'est vraiment autant partagé et significatif de l'ensemble de la communauté? Je sais pas, mais oui, c'est quand même un bon thermomètre. Et là, le thermomètre, il commence à être très très chaud alors que t'es même pas au mois de septembre, quoi. Mais bon, c'était encore une fois quelque chose de prévisible. On en avait parlé pendant le bilan. Voilà, c'était le risque qui te pendait au nez. Voilà, tout simplement. Un sujet qui a fait débat, pas forcément l'éditorial de Live Team là dont a parlé Adrien, qui était assez violent, hein. En ce qui me concerne, tout à titre tout à fait personnel, j'ai pas spécialement aimé. Je sais pas si tu l'as lu, qui attaquait vraiment Jardim. Non, j'ai pas lu. Je suis désolé. En tout cas, ils ont eu un article déjà sur la nouvelle doublette Olvec-Petrov qui semble prendre un petit peu les commandes. Est-ce que celui-là tu as pu un petit peu le lire, ou par exemple aussi la vidéo de Romain Molina qui est sortie sur ce qui se passait un petit peu en interne? Est-ce que toi, de ton côté, c'est quelque chose qui est déjà revenu à tes oreilles? Non, honnêtement, après, je sais que nous, on est forcément notre zone de diffusion Nice Matin. Faut dire, on est quand même tous les jours, hein, sur l'AS Monaco. Ça fait quand même des années qu'on parle de ce fonctionnement, que le club marche avec des agents. C'est des évidences. Après, il y a eu 2-3 petits trucs sur la vidéo qui est très bien résumé, hein. Par contre, c'est un bon éclairage de ce qu'est le club aujourd'hui, et c'est-à-dire que à tous les étages ça grésille et même parfois il y a des coupures d'ondes un peu grosses, quoi. Il y a 2-3 petits trucs quand je crois qu'il y a un passage où il dit que Jardim voulait prolonger ou insister pour que Radji et Subasic prolongent. Ça, je pense que peut-être les deux intéressés ça a dû bien les faire rigoler parce que c'est pas trop les échos que j'ai. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, il y a tellement à dire. Et honnêtement, alors moi, des fois sur les réseaux sociaux, on me dit je suis le protecteur de Jardim, mais en fait moi c'est pas de défendre un tel ou c'est juste que le problème il est plus haut, il est plus global, que ce soit Jardim ou un autre. Enfin, je veux dire, il a été viré au bout de 9 journées. L'an dernier, on va pas refaire le bilan, mais je veux dire, c'est quand même la direction de l'AS Monaco qui
il a sorti de ses vacances à Madère pour le faire revenir. Après, on te dit on a compris du passé, comme chaque année, chaque année, que ce soit Vadim ou un autre, on t'explique que on a tiré les leçons du passé et qu'on va faire différemment. Donc, chaque année, tu as toujours de plus en plus de joueurs sous contrat, que tu dois refiler après ailleurs, à des salaires mirobolants, donc forcément, personne te les prend. Et là, il se trouve que tu passes cet été-là et t'en viens à essayer de faire deux prêts sans option d'achat, que ce soit Lemina ou Nani, à 10 jours de la fin du mercato. Bon, c'est dommage. C'est très dommage parce que c'était prévisible. On savait que ce groupe, s'il enchaînait avec 2-3 mauvais résultats, alors évidemment, il y en a, ils te parlent de l'arbitrage, mais bon, c'était prévisible aussi. Je veux dire, des erreurs d'arbitrage, t'en aurais. Mais tu savais très bien que si la machine ne tournait pas dans le bon sens dès le début, ce groupe, il peut plonger. Justement, ça pose un peu question pour, comme tu le dis, moi je suis pas forcément pour tout mettre sur Jardim, on essaie tout le temps de trouver une brebis galeuse, il y en a eu plein, ils sont tous partis, maintenant c'est Jardim qui est la nouvelle tête de Turc, il n'empêche que il faut quand même reconnaître que ça fait maintenant 1 an et demi, si ce n'est 2 saisons même, que d'un point de vue footballistique il se passe plus grand chose, et que l'entêtement dans ses choix sont quand même un réel problème. Je suis complètement d'accord, mais du coup, il fallait pas le reprendre. 2, il fallait, si tu le reprends, alors il fallait avoir conscience de ça et lui donner, alors soit les clés du recrutement, parce qu'honnêtement là aussi quand j'entends Jardim il fait le recrutement, ok peut-être Slimani ils se connaissent tout ça. Je pense que si Jardim il faisait le recrutement, je peux te dire que les joueurs ils seraient là, enfin tout coach aimerait avoir les joueurs qu'ils veulent le plus rapidement possible et pas après 2 journées de championnat. Donc toi tu changes tout le groupe, et moi c'est ce que je pensais en fait. Ce qui est terrible, et c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est que il y a beaucoup de personnes qui disent on m'aurait dit Lemina en début de mercato, j'ai lu ça là juste avant que vous m'appeliez, mais là maintenant à 10 jours de la fin t'as l'impression que tu recrutes Marquisio à ses plus grandes heures. Mais effectivement Jardim va être le premier fusible, vu que de toute façon t'as pas su cristalliser ou former un groupe. Bon après il reste 10 jours, mais même en 10 jours je crois pas en miracle, et vu les tendances, encore une fois, c'est pas des achats, mais des options d'achat, de prêts, Mais bon, après, il faut se poser la question aussi, est-ce que le coach, compte tenu de ce mercato-là, est-ce que il a forcément aussi envie de continuer? Enfin, je sais pas dans quel état d'esprit il doit être, mais ça doit être un peu bizarre, quoi. Mais le problème, c'est que moi, excusez-moi de monopoliser la parole, mais en fait, moi, j'aimerais vraiment pouvoir critiquer Jardim en disant, mais pourquoi il met Emerson en 6 ou pas, mais sauf qu'aujourd'hui, tu peux pas le faire. Mais déjà, même Henrik, j'étais en train de te convaincre que c'est une bonne idée en milieu défensif, alors que le gosse, c'est quand même un latéral droit à la base, quoi. Moi, j'aimerais avoir un Jardim avec un groupe au complet et pouvoir lui dire, là, il fait n'importe quoi. On parlait beaucoup des réseaux, effectivement, on voit tous les hashtags Jardim out qui pullulent. Après, c'est vrai que nous, au sein de l'équipe de la radio, on est assez modéré, à part peut-être Boris, mais enfin moi je me souviens de cette émission spéciale qu'on avait fait suite à son licenciement en octobre de l'année dernière. On avait reçu ton confrère Mathieu Faure, et puis c'est vrai qu'au moment de faire le bilan et de redresser un petit peu le portrait du coach, c'était pas une libération de le voir partir. On était un peu, moi personnellement j'étais un peu chagriné. C'était quand même un coach qui nous a amené très très haut, et certes il y a peut-être une lassitude, mais autant là aujourd'hui, on en vient à se dire finalement ce serait peut-être même une libération. Tout le monde crierait victoire, certes, mais qu'est-ce qui a véritablement changé quand Jardim est revenu? Il y a eu un contraste avec Henry saisissant, parce qu'il y avait un coach et peut-être qu'il connaissait déjà aussi mieux le contexte, mais ensuite on est très vite retombé dans les travers de cette équipe amorphe. Déjà, je pense qu'il faut pas sous-estimer le poids d'une saison qui tourne vraiment mal dans les têtes. Alors il y a eu un coup de fouet au début, et après effectivement en retour de trêve internationale tout s'est un peu encore enrayé par des mauvais résultats, et tu finis à l'agonie clairement. Mais bon, du coup en fait ça te pose question, à la limite ça aurait dû se servir de signal d'alerte, je sais pas. Tu aurais peut-être pu sentir à ce moment-là que c'était peut-être pas qu'il fallait trouver une autre solution. Et ce qui m'étonne, c'est que après, c'est pas lui qui est revenu en tapant à la porte. Je veux dire, on est allé le chercher. Là, tout le monde s'étonne de la méthode Jardim, mais elle a pas changé.
à l'entraînement, ça travaille moins comme ci, plus comme ça. Ben oui, on est tous la méthode, et ils appellent ça la méthode écologique, c'est-à-dire qu'en gros le ballon et le physique est intégré dans le milieu dans lequel le joueur doit évoluer, c'est-à-dire en conditions de match, tout ça. Enfin, il y a rien de vraiment étonnant. Donc, ce qui est étonnant par contre, c'est que tu décides pas de mettre les moyens pour corriger tout ça. Encore une fois, à partir du moment où tu décides de faire confiance à Jardim. T'attends le milieu de l'été pour te séparer des Ménalo, qui étaient déjà au placard. Mais je sais pas, le directeur sportif, ça doit être peut-être même le premier truc que tu fais pour pas trop donner de pouvoir. À la limite, si tu veux pas donner trop de pouvoir à Jardim, ou si t'as bien conscience qu'Oleg Petrov n'est pas issu du monde du ballon, donc il doit quand même être entouré par des personnes qui connaissent le ballon. Enfin, on se retrouve avec un puzzle où t'as la moitié des pièces, t'as même des pièces d'un autre puzzle à côté. Et Justement, tu parlais de l'entraînement. En fait, c'est aussi un peu un des points d'achoppement. C'était depuis 2 ans, on a l'impression que ça travaille un peu moins. Il y avait eu aussi de ceux qui étaient venus. Je me rappelle, c'était l'année avant le titre, avant le 6-1 à Lyon d'ailleurs. Alors c'est vrai que c'était une séance ouverte au public, donc on imagine bien que c'est quelqu'un qui a pas forcément envie de montrer. Je me souviens bien de ce match parce que avant match j'étais à OLTV et je leur ai dit non mais ça va bien défendre, je les vois pas prendre le bouillon, donc je me rappelle assez. Main opposée, Richard. Crucifié. Voilà, l'ange s'est envolé. Ça parlait déjà à l'époque d'un entraînement un peu à la 2-4-6 ou pas d'intensité. Et là, depuis 2 ans, on a l'impression que c'est un peu la même chose. Ouais, sauf que alors c'est drôle parce que tout ce que tu dis, il a peut-être un peu moins de niaque, un peu de moins de ci. Quand il se fait virer au bout de 9 journées, c'est un peu exactement le message qui est véhiculé et par les joueurs et par un peu l'encadrement à la turbie au club, parce que forcément, quand tu vires quelqu'un qui a été champion, il faut justifier que ça marche moins bien. Pas de souci, mais ne le rappelle pas en janvier alors. Ouais. Mais donc l'erreur, c'est un prédécesseur, c'est quelqu'un qui était au club avant, c'est Monsieur Vassiliev. Mais ouais, enfin, il y a qu'une personne qui a pas changé depuis le début, c'est quand même Dimitri Bolovlev. C'est lui qui fait son mea culpa quand il rappelle Jardim aussi. Voilà, exactement. Donc oui, voilà, il fait le mea culpa. Je veux dire, à un moment, forcément, c'est pas l'erreur de Petrov, puisque lui il arrive après. Oui. N'était pas là. Il y a toujours eu un fil conducteur à Monaco depuis 4 ans. C'est ta direction tout là-haut. Ou même il y a toujours Nicolas Olvec. Il y a toujours, enfin voilà, il y a toujours du monde au club. Donc moi, je veux bien que la méthode, elle plaise plus au groupe de joueurs que tu as actuellement. Et donc il faut, pour les jeunes du centre qui ont l'habitude de peut-être travailler différemment ou quoi, partir sur une autre méthode que cette méthode-là, qui a fonctionné. Encore une fois, elle a fonctionné. Elle peut ne pas fonctionner tout le temps, mais il faut avouer qu'elle a fonctionné. Il faut bien savoir qu'un coach, c'est quand même rare qu'il change de méthode. C'est quelque chose. D'ailleurs, il a pas changé son staff. Jardim est toujours très soudé avec son staff. Les Portugais en général, parce qu'ils ont. Quand je dis les Portugais, c'est parce que là-bas ils ont une culture de l'enseignement. Disons, c'est un vrai apprentissage le rôle d'entraîneur. C'est quelque chose qu'ils apprennent sur les bancs de l'école, scientifique. Ouais, professeur. Voilà, certains ont une haute estime d'eux-mêmes aussi, attention, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose que ils viennent avec, ils partent avec, c'est leur méthode et c'est comme ça. Il allait pas mettre tout le monde à la muscu et faire des tours de terrain. C'est là où tu dois te questionner. C'est pour ça, moi, le Jardim out, pas de souci, Jardim out. Ok, on change de coach, même si encore là, on peut se poser la question. Franchement, ce serait quand même pas hyper intelligent de faire venir quelqu'un qui a ni participé au mercato et qui se retrouve dans un contexte un peu comme ça. Mais le problème de fond, c'est qu'il faudrait que tu aies un directeur sportif qui a une vision à long terme. Ou tu sais, la première interview de Petrov qu'on fait en fin de saison, il parle du top 3 et de la Ligue des Champions. C'est dommage, tout le monde s'excite aujourd'hui. Il aurait dit dans cette interview que si c'est une année de transition, on va peut-être finir 7e ou 8e, mais on serait pas là à avoir vous serez pas tous là à avoir le mal de ventre.
C'est de la communication, c'est vrai. Après, c'est vrai que c'est aussi, on peut le voir comme une erreur effectivement pour lui qui arrive dans le milieu du foot et qui se permet d'avancer ce genre d'objectif. Après, voilà, il sait qu'il se veut ambitieux. Il a tenu sa promesse en tout cas de vouloir attirer des joueurs compétitifs qui connaissent peut-être déjà un peu la Ligue 1 et ne pas prendre que des jeunes. Ça, pour l'instant, je pense que la promesse est pour l'instant tenue. Moi, comme tu dis, de la communication, mais il y a quand même des erreurs qui sont assez grossières. Moi, quand je lis l'interview de l'AFP, qui est très bonne, où Oleg Petrov, donc au cœur du mercato, te dit qu'il cherche un attaquant pour jouer en 4-4-2 avec Falcao, et que le lendemain, t'as Falcao qui passe en zone mixte après le match de la Sampdoria, et qui t'explique que on lui a pas proposé de prolongation de contrat et qu'il étudie les offres pour partir. Franchement, moi, je me pose beaucoup de questions sur comment c'est négocié. Je veux bien qu'il soit très dur, qu'il y ait des choses à faire, pas faire, que tu veux rompre avec le passé, avec trop de placer les agents trop sur leur piédestal, tout ça, mais enfin, c'est pas cohérent. Tu peux pas faire ça. T'aurais dû régler ce problème-là depuis longtemps. Et ça, oui, c'est tout plein de petites erreurs. Tu dis que c'est de la communication, effectivement, mais c'est hyper important. T'imagines dans le vestiaire le truc que ça. Est-ce que tu sais pas que tu vas jouer avec Falcao ou pas l'an prochain? C'est pas la même chose. Ouais, je me souviens aussi de Golovin qui avait dit déjà dans les 5 premiers ce serait bien, qui avait tempéré aussi un petit peu ce qu'avait dit Petrov. Ouais. Mais ce qui est quand même une preuve de lucidité heureusement quoi, parce que tu sais, au fil du mercato, il faut pas croire, mais les joueurs sont dans la même position que les supporters, c'est-à-dire que ils sont curieux de savoir qui aura à l'entraînement demain, quoi. Parce que le foot c'est collectif, donc si tu as de bons joueurs autour de toi, mieux c'est pour briller plus tard ou pour prendre du plaisir, ne serait-ce que tous les matins. Donc quand Nieder, il doit être content là. Je sais pas quel a été le discours, tout ça, mais bon, c'est sûr que c'est son club de cœur. Oui. Non mais tant mieux. Non mais il faut. Mais à la limite, moi ce que j'ai bien aimé dans le discours de Petrov, c'est c'est quand il explique qu'il accordera beaucoup d'importance, tu sais, à l'état d'esprit, à ces choses-là. Ça c'est vrai que c'est ça qui m'a plu le plus, effectivement. Mais du coup, est-ce que c'est contradictoire avec Jardim, avec lui qui est arrivé après Jardim, qui l'a conforté, on va dire, à cette soirée réunion et qui au final est toujours là? Est-ce qu'il n'est pas finalement victime, je le disais, des autres? Et donc vient ma question, est-ce que selon toi, pour vraiment exterminer, éradiquer l'héritage Vadim, j'appelle ça l'héritage Vadim, est-ce que pour toi, voilà, pour tuer le monstre, il faut aussi renvoyer Jardim et que Petrov ait les pleins pouvoirs? Honnêtement, les pleins pouvoirs à Petrov, ça me paraît ce que je veux dire, c'est qu'il puisse placer peut-être vraiment un entraîneur, refaire quelque chose de nouveau, insuffler cette dynamique qu'il tente d'apporter au club. Je dis pas les pleins pouvoirs, oui, c'est pas lui qui va gérer le recrutement, tout le reste. Mais aujourd'hui, il gère le recrutement. C'est ça le problème, c'est qu'on en est là. Et honnêtement, en disant ça, parce que je vais citer Vadim en exemple, je me souviens d'une interview. En gros, il expliquait que Vadim, les premières fois, au lieu de parler de 4-4-2, il lui a demandé mais qu'est-ce que c'est ce 442 quoi. Ce que je veux dire, c'est que et pourtant ça l'a pas empêché de faire des très bonnes choses après, des très mauvaises aussi, mais ce que je veux dire, c'est que on en est là avec Oleg Petrov. Il faut s'en rendre compte, c'est quelqu'un qui ne connaît pas le football. C'est pas mal de ne pas connaître le football, ça n'est pas rédhibitoire non plus. Oui, Vadim ne le connaissait pas non plus. Exactement. Mais sauf que t'étais quand même un peu entouré. Là, moi j'ai peur que si tu lui donnes tous les pouvoirs, je sais pas. C'est l'impression peut-être qu'on a d'un Petrov, j'ai envie de dire un peu isolé. Donc pour revenir un petit peu sur ce qu'on a pu lire ça et là, cette idée du binôme un petit peu de Petrov avec Olvek qui essayait de prendre un petit peu les commandes du mercato, mais un peu isolé, notamment avec des relations très froides avec Mendes, puisque ce qu'on a pu voir aussi que le robinet était coupé. Alors
qui évidemment aussi est aussi une directive de Ribolovlev, puisque c'est lui qui détient les cordons de la bourse. Mais voilà, peut-être aussi cette fraîcheur qui fait que comme Monaco fonctionnait beaucoup avec avec des suggestions d'agents. Et que Vadim, en fait, s'est entouré de ces gens-là, forcément. Voilà, que Mendes, finalement, il a été une sorte de courtisan aussi pour faire ses affaires, faire son beurre. Est-ce que, justement, le fait que là, les gros agents sont un petit peu mis de côté, ralentit les choses, en fin de compte? Moi, honnêtement, c'est une bonne chose je pense qu'à Monaco, on est allé trop loin. C'est un mot fort, mais copinage, on peut dire, avec les agents. Mais ça a toujours existé, de toute façon, en plus, hein. Non, mais ça a toujours existé, mais surtout qu'il faut pas cracher dans la soupe. C'est-à-dire que Falcao, si t'as pas, Mendes, il vient jamais à Monaco. Donc c'est pour ça, après, quand tu connais un peu l'histoire, je veux dire, tout le monde est là surpris. Le pauvre, avec tout l'argent qu'il a pris, il veut pas jouer gratuit, il veut pas rester une saison de plus alors qu'il est sous contrat, il pense à sa famille. Mais c'est comme ça, c'est des Sud-Américains qui mouillent le maillot quand tu les payes et que l'idée que au 30 juin il est sans club, ça fonctionne pas comme ça dans le football moderne. Encore moins quand c'est ton capitaine et que tu dis que tu comptes sur lui pour construire l'année d'après l'attaque autour de lui. Je pense que là, on va un peu peut-être trop loin et trop vite dans l'autre sens, quoi. C'est évidemment qu'il y a des trucs à calmer, à trier, parce que les agents, ça fonctionne comme ça. Pour un bon joueur, tu m'en prends un autre moyen. Et on s'arrange comme ça, on fait un peu tourner une fois tous les 2 ans, et puis un club par-ci, un club par-là. Voilà. Sauf que ça a fini par nettement baisser, et on a vu énormément d'erreurs de casting en plus. Ce qui est dommage, c'est que l'intérêt était plus financier, c'était facile de voir. Enfin, Elder Costa c'était un prêt, mais Cavallero, des mecs comme ça, ils sont arrivés, pour faire le beurre de Mendes. Ouais, et pourtant Cavallero, honnêtement, j'aurais pas cité lui en premier parce que pour moi, les premiers matchs qu'il a fait, Cavallero, j'ai dit, mais c'est un phénomène. Après, il est souvent blessé. Oui. Non, mais on peut citer Pelé ou d'autres joueurs comme ça. Oui, Mateusz Carvalho, oui. On a l'impression, du coup, par exemple, là, l'Emina qui devrait se concrétiser, c'est presque de l'improvisation, que justement les agents n'arrosent plus ou moins, et du coup je sais pas, cette cellule de recrutement qui semble compétente, est-ce qu'elle est encore vraiment écoutée? Est-ce qu'on cherche pas un petit peu azimut des dernières solutions en espérant que la pièce retombe du bon côté, quoi? Ah, mais c'est sûr, on peut se poser la question de est-ce qu'elle est écoutée. Après, ce qui est certain, c'est que les mecs, ils bossent. André Silva, ça s'est pas fait. Très compliqué d'avoir les raisons pourquoi ça s'est pas fait, mais toujours est-il que lui, Jardim, pour lui, normalement, il partait en stage au Portugal avec lui. Et finalement, après, ils ont essayé de faire d'autres joueurs devant. Ça s'est pas fait. Enfin, tu vois, en gros, tu loupes un peu. T'es sur une autoroute et tu loupes toutes les sorties parce que t'as des camions qui roulent là-bas sur le côté et tu te retrouves à un moment à faire des kilomètres et dernier moment, tu prends un peu ce qu'il y a, parce que le 2 septembre, c'est fini, quoi. Donc quand t'entends Oleg Petrov qui dit qu'on a des grands moyens on a beaucoup de moyens pour mettre sur les joueurs expérimentés, etc. Oui, mais bon, là, tu fais 2 prêts d'option d'achat sur Lemina et Slimani, qui ne sont pas des mauvais joueurs, attention, hein. Et moi, c'est ce tour qui est gênant. Si dès le départ, tu dis que t'es dans une année de transition, ça choque pas. Oui, mais du coup, alors sur ces retours que tu as, on a aussi beaucoup entendu parler de Jardim qui ne tient pas son groupe. Beaucoup de jeunes qui lui font plus confiance. On a vu beaucoup de jeunes partir, notamment Massengo qui a pas mal déçu puisque les gens avaient pas mal d'espoir sur lui. On en a parlé aussi, Navarro qui avait des velléités de départ. Enfin, tous ces jeunes joueurs qui visiblement ne font pas confiance à Jardim. L'académie qui semble un peu bloquée. Et puis beaucoup de joueurs, on a même entendu Ronny Lopez, qui en avait marre de Jardim. T'as des retours par exemple sur ça? Est-ce que c'est avéré ou ça sort de Oui, non, c'est complètement avéré, mais après il faut bien comprendre une chose. Jardim s'est fait larguer une première fois. Lui, il a toujours dit ce qu'il veut, mais c'est pas pour le défendre, hein, c'est après tu t'acceptes que ce soit un coach comme ça ou pas un coach comme ça. Lui, cette année, il veut les meilleurs joueurs
pour éviter de se faire larguer une deuxième fois et avoir des bons résultats. Si tu lui proposes d'entrer de dire tu vas installer Badiachil derrière et Massengo au milieu, tu vois, c'est pas dans sa philosophie. Lui, il veut que le club pour viser un top 3, il faut pas non plus se leurrer. Moi, j'aime beaucoup Massengo et tous les jeunes qui ont joué l'an dernier. Ils ont pas du tout le niveau pour jouer le haut tableau de Ligue 1. Alors après, tu peux me dire ouais, mais un tel ou un tel, est-ce qu'ils sont meilleurs, ils jouent à leur place? Pas de souci, c'est un autre débat. Mais toujours est-il que dans le volume de jeu d'un jeune pour sa progression, on peut pas lui donner ce que eux attendaient, à moins de partir sur un autre projet. Attention, hein. Mais c'est vrai que regarde à Rennes, là, t'as Kamavinga, tout le monde est là, il explose en ce moment. Tu peux te poser la question, est-ce qu'aujourd'hui avec Jardim ça aurait pu être le cas? Je sais pas, mais pour différentes raisons, pas forcément Jardim, peut-être parce que t'avais 74 joueurs sous contrat et donc voilà. Les mecs payés plus cher, tu dois forcément quand même les faire jouer avant, hein. Alors que Rennes, de son côté, ils ont perdu pas mal de joueurs au milieu et que Kamavinga se retrouve là, mais ça se trouve, il y aurait un recrutement XXL où, comme tu le dis, 70 joueurs sans contrat avec des gros salaires, on n'aurait peut-être pas vu ce petit jeune. Et puis Rennes n'est pas programmé pour faire top 3, quoi. Enfin, dans l'absolu, tu vois, tu pars sur une saison un peu plus sereinement. Oui. Et puis bon, voilà. En doublure au cas où. Et puis un jeune comme Badiachil, quand il est propulsé, il fait de bons matchs, il surprend, et puis derrière ça rentre dans le tas et ça marche plus bien. Voilà. Mais du coup, un job c'est difficile. Ouais. Après tu perds des joueurs. Diallo, c'est dommage, hein, c'est un super joueur Diallo. À Brest, il a fait une super saison et tu verras que pour des bouts de ficelle, c'est pour ça moi sur Twitter je me moquais un peu parce que oui. C'était très bien de dégraisser, c'est fabuleux. Mais bon, il n'y a pas de quoi se vanter de vendre Cardona. 2 millions, 1,5 million, oui. Du coup, si on t'écoute, on a l'impression que ça peut pas marcher pour Jardim, ça peut pas marcher pour Jardim là cette saison. Enfin, on sent que beaucoup d'éléments vont contre. Donc ça paraît un peu suicidaire de continuer à lui laisser en tout cas qui continue de jouir d'un certain crédit, d'une confiance, alors que ça va littéralement dans le mur au final. Ah, mais de toute façon, il faudra changer des choses. Le problème, c'est que ta période où t'es censé faire changer des choses, c'est l'intersaison et t'as peut-être même empiré certains trucs. Donc effectivement, ouais, moi je suis un peu c'est un peu un tableau noir que je dépeins, mais parce qu'encore une fois, ça m'agace dans le sens où c'était des choses qu'on voyait venir. En même temps, je me dis que là, tu te sépares de Jardim maintenant, c'est encore plus stupide que, enfin, toi, je sais pas, moi, parce qu'après, tu te prends plus derrière, le temps d'adaptation, enfin, voilà, t'es à Noël, t'as encore bricolé, et tu te retrouves dans la même situation que t'étais avec Thierry Henry, qui, le pauvre, personne n'a jamais été dans de bonnes conditions, depuis des saisons, quoi. Soit Henry ou, voilà. Ouais, l'an dernier, quand il attaque la saison, j'avais fait l'interview, mais avant d'aller au Trophée des Champions en Chine, il avait prévenu que le groupe et pas, voilà, la fameuse omelette que vous êtes. Là, cette année, bon, il le fait pas. Il l'a fait à Lyon. Il le fait quand même. Il a dit j'ai besoin de joueurs offensifs. Il a dit moi je lance cet appel à chaque fois que je parle. Donc ça ressemblait presque. Enfin, si on imagine les relations entre Jardim et Petrov, pas forcément au beau fixe, on imagine que c'était peut-être un petit tacle de glisser à sa direction, non? Pour dire que ça traîne un peu. Oui, clairement. Mais tu sais, ce match-là, tu regardes, je veux dire, Silvinho, il fait rentrer Cornet, et toi, il faut se rendre compte de l'écart à certains. Oui. On le sait, oui. Falcao suspendu, t'avais Foster aussi là. Attends, ça veut dire que l'équipe elle est pas prête. Allez le voir jouer en N2 l'an dernier. Ce sont de bons joueurs, mais c'est pas des joueurs qui collent avec l'objectif que tu te fixes. Oui, bien sûr. Du coup, quand il parle de renfort offensif, ça met un peu la puce à l'oreille aussi. Est-ce qu'on se demande s'il est bien conscient des besoins de l'équipe, dans la mesure où il vient de signer Ben Yedder, où c'est en train de se faire, il vient de signer Onyekuru,
Et puis, alors certes, il dit oui, mais j'ai perdu Ronny Lopez. Et c'est vrai qu'effectivement, si on enlève les titulaires, derrière, c'est un peu le désert parce que c'est soit des joueurs qui sont blessés, indisponibles régulièrement, ou des joueurs pas au niveau, Foster Silla, trop jeune. Mais est-ce qu'il est bien conscient quand même des manques principaux de l'équipe ou il veut pas les citer pour ne pas heurter on va dire, ces lieutenants que sont Glick et Gemerson, à savoir qu'on a besoin d'un milieu défensif et d'un défenseur central, quoi, voire deux. Ouais, lui, il est complètement conscient de ça. Hein. Il est très lucide. Ce qui fait espérer, à mon avis, c'est que le mercato il est pas fini. Même si bon, à 10 jours de la fin, tu sens que ça tourne pas dans le bon sens. Mais tu sais, regarde, le poste de latéral gauche, ça fait combien d'années qu'on en parle? Il y a Ballo-Touré, c'est très bien. Mais derrière, il y a qui? Enfin, je veux dire, Ballo-Touré, Gilles Diaz qui bricole, quoi. Gilles Diaz, non mais moi déjà quand il jouait latéral gauche, ça me faisait mal au cœur parce que j'aime bien ce joueur et j'aurais aimé le voir jouer plus haut à son poste, quoi, au milieu, que ce soit sur le côté ou même un peu plus dans l'axe. Je trouve que, mais t'en viens à ça, enfin et en plus quand tu vois que tes 2 premiers matchs tu prends 2 rouges, je te passe les défaites, les buts et tout, mais tu vas toujours bricoler, quoi. Et quand même, moralement, c'est pour les joueurs, pour le coach, après évidemment, mais regarde le compte. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le débat, de pas faire le procès de compte. Hein. Ouais. Non, c'est sûr, c'est un bon gardien. On va pas se. Parce qu'il fait une super prépa, il sort les arrêts qu'il faut, machin. Bon là, en 2 matchs, il en prend 6. Tu peux te demander. Bientôt, on va demander à Jardim quand est-ce que Benaglio rejoue, quoi. Enfin, tu vois, c'est cruel, mais la question c'était voilà, est-ce qu'il tient le groupe? Il y a des joueurs qui ont certainement été usés, mais une usure disons naturelle, hein, tu sais, des fins de cycle, tu veux bosser avec quelqu'un d'autre, tu veux voir un autre pays, enfin il y a des choses qui s'expliquent comme ça. Certains jeunes, ils voient clairement leur avenir bouché parce que la politique aujourd'hui est de prendre des joueurs quand même plutôt expérimentés pour avoir du résultat assez rapidement. Ils peuvent légitimement avoir des envies d'ailleurs. Après, est-ce que avec un autre coach, ça changerait du tout au tout? Je sais pas. Tant que c'est pas en fait politiquement posé, tu dis tu veux t'appuyer sur le centre de formation, effectivement il faut les faire jouer et tout ça. Mais bon, enfin. Tu sais, ta réserve, elle gagne pas, le cercle, il gagne pas. Plus c'est Jardim, il fait ni le cercle, ni la réserve, hein. Alors, ça me gêne parce que j'ai l'impression de défendre d'être l'avocat du coach, mais c'est vraiment juste pour alerter sur le fait que il y a vraiment des problèmes plus larges que ça. Après, il y a quand même, sur le fonctionnement, justement, il y a quand même une réalité aussi, c'est que, là, Emenalo, on a signé le chèque pour qu'il parte. Ça faisait un moment qu'il était au placard. Mais tous les directeurs sportifs, quasiment, ça s'est mal fini avec Campos, mais ça a quand même plus ou moins cohabité. Cordon, ça a plutôt bien cohabité. Mais visiblement, après tous les autres, Jardim a toujours eu du mal à s'entendre. Hein. Ça a toujours là aussi, c'est quelqu'un d'assez difficile, quoi. Humainement, à gérer, en tout cas, il faut, difficile. Avec Cordon, ça allait plus ou moins parce que Cordon, c'était plutôt quelqu'un d'effacé. Campos, ce qui lui a été reproché à un moment, c'était d'être trop proche du vestiaire aussi. On le voyait souvent sur le banc, c'est lui qui se faisait souvent expulser d'ailleurs. Mais bon, c'est sûr que ça bossait bien. C'est pour ça qu'à un moment, est-ce que la période où Jardim revient, où il est rappelé, est-ce qu'on lui donne pas trop les clés du camion pour finir la saison, qui se trouve, elle se finit un peu en roue libre, hein, mais tant mieux. Ouais. L'objectif, c'est le maintien quand même à ce moment-là, donc tant mieux là. Est-ce que tu lui as pas trop fait sentir que ça allait être lui et que finalement t'arrives à l'été et tu lui donnes pas trop ce qu'il veut, tu l'écoutes plus. Enfin, tu vois, tu transposes ça dans une vie de couple, c'est un peu la gonzesse qui te drague et à un moment elle te dit non, c'est bon maintenant. Stop. Enfin, moi, encore une fois, je reviens au discours, mais de dire on veut jouer en 4-4-2, tu sais que tu joues. Déjà, tu joues pour gagner les matchs, et de 2, tu joues avec ce que tu peux jouer. Oui, en plus, surtout que Jardim n'a pas de dogme de jeu, on le voit bien. Enfin, c'est plus, il est plutôt attaché avec sa pointe, et c'est vrai que l'année où. Mais encore une fois, il aime bien le répéter, mais l'année où il joue à 2 devant, il faut se rendre compte des 4 qu'il a, quoi. Il a les joueurs pour, ouais. Exactement, Falcao, Mbappé, Germain et Carrillo. Mine de rien, Carrillo,
ça t'offrait, en plus bon t'étais européen, mais ça t'offrait quand même une solution à un moment, quoi. C'est important. Hein. On peut dire que Slimani est le nouveau Cario. Ouais, je pense. Enfin, je pense. Je dis ça, je m'aventure parce que s'il y a personne d'autre qui arrive, ce sera pas le nouveau Cario. Hein. Et on sera le nouveau Germain, quoi. Ça fait mal au cœur. Et on parlait de transfert. Est-ce que tu peux affirmer, on a eu cette rumeur folle Icardi. Est-ce que tu avais des infos là-dessus, comme quoi c'était rendu du concret? Je sais que le club a sondé énormément de joueurs, même beaucoup de joueurs. Après, concret, je pense que les agents ont aussi bien profité, disons, de ce Monaco-là. D'ailleurs, à chaque fois si tu regardes un peu, t'as toujours les mecs qui sont intéressés. T'as Monaco et Valence, quoi. Ouais. On voit le genre. Il y a Milan aussi qui est, voilà, parce qu'il y a quelqu'un en commun derrière. Mais après, les chiffres avancés, enfin, c'est pas raisonnable. Ce serait contraire avec tout se mettre dans le rouge, en fait. Ouais. Ça n'aurait pas de sens. Sportivement, enfin, pas sportivement, mais par rapport à un collectif. En fait, moi, c'est ce que je disais, c'est qu'en j'ai lu aussi, mais 12 millions, ce serait en fait, en gros, vu que Falcao y partirait, ce serait plus qu'il. Non, mais sauf que mathématiquement, c'est comme si t'avais deux Falcao, et déjà deux Falcao au niveau un Falcao au niveau du salaire. Déjà qu'il y a Fabregas. Et il y a Fabregas, ouais. Voilà, Non, mais c'est vrai que c'est moi ce que je disais, c'est qu'on se moquait du PSG qui balance 400 millions pour se faire sortir en 8e de Ligue des Champions sur Neymar, Mbappé, sans prendre de 6, alors que c'était un truc hyper important. Et en fait, c'était exactement la même chose, c'est-à-dire ce serait faire la même connerie. Alors, c'est pas revenir sur la qualité du joueur, d'Icardi, pas de problème, c'est un super joueur. Mais c'est le fait que en fait on ne se concentre pas là où il faudrait se concentrer, et en plus un peu à la Neymar aussi, potentiellement une source d'emmerdement par rapport à la gestion du joueur et de son entourage, voilà quoi. Même potentiellement, hein, voilà. Il y avait un très bon papier dans l'équipe Mag il y a quelques temps sur justement un portrait de son épouse là qui vient qui vient de ses affaires. Puis tu fais rentrer elle va dans la bergerie, quoi. Exactement, elle tourne le club, hein. Et puis tu fais ça, alors pareil, allez, t'as les moyens. Et il faut aussi comprendre une chose, c'est que tu dois respecter une pyramide et une hiérarchie dans ton vestiaire. Comment tu peux expliquer qu'un ancien qui est là, ou un joueur qui l'a recruté en disant je compte sur toi et tout, mais tu sais, on héritera pour tout pour là, et derrière tu vois un mec qui arrive à 12 millions par an. Là, tu vois, parce que le foot, c'est aussi ça, hein, quand même, hein. Beaucoup de gens se regardent entre eux, donc tu peux pas faire n'importe quoi, hein. Et là, je rebondis aussi pareil sur les Mina, où on te dit que le club fait attention aussi à l'état d'esprit, tout ça. Alors, je dis pas que les Mina, c'est un mauvais. Mais c'est pas a priori un exemple dans le domaine, quoi. C'est comme, exemple, chacun fait ce qu'il veut de sa vie, attention, hein, mais il faut bien se rendre compte que le gars, tu le fais venir à Monaco, quoi. Monaco, voilà, faut que tu aies les épaules solides et la tête quand même assez froide. C'est ça quand on dit qu'il y a de l'improvisation, parce que on sait pas si, la cellule de recrutement, si elle bosse un petit peu sur les profils psychologiques des gars, quoi. Enfin, Samuel Grand-Cyr qui adore les boîtes de nuit, je veux dire, tu te renseignes un minimum. Bon, à Monaco, tu sais que c'est peut-être une connerie à la base. C'est vrai que les Mina, c'est un peu pareil, hein. Vu le contexte, faut avoir les reins solides, la tête bien ancrée, quoi. Mais la question c'est peut-être pourquoi tes premiers choix, deuxième choix ou troisième choix t'échappent, quoi. On peut pas faire le procès, attention non plus de Petrov, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est tout le monde qui continue de se tromper un petit peu. Sauf que quand tout le monde se trompe un petit peu, au bout du bout, ton vase il déborde, quoi. Hein. J'aimerais revenir sur le poste juste de numéro 6. La logique voudrait donc que la hiérarchie était la suivante, à savoir Danilo en 1, Bakayoko en 2, peut-être les Mina en 3. Ce serait ça un peu l'idée. Je sais pas si toi tu as des infos. Apparemment, ça semble être. Et le joueur est tombé d'accord avec le club. Ce serait un prêt avec option d'achat, apparemment, mais attention, avec le club de Southampton. Et il y a un truc aussi.
que le joueur tombe d'accord avec Monaco, c'est très facile, parce que au niveau des, je veux dire, Monaco a quand même des moyens et des arguments pour se mettre d'accord avec le joueur. Ça, c'est une chose. Pour se mettre d'accord avec le club, c'est encore une étape à franchir. Il faut pas, disons, brûler les étapes. C'est en bonne voie. Et après, enfin, tu vois, il reste la visite médicale, c'est ça ce que tu veux nous dire? Ah ouais, non, ça c'est encore une mais bon. Non, mais Adrien Silva, par exemple. Enfin, si tu voulais rester dans une logique, disons un peu de l'an dernier, je veux dire, Adrien Silva, il serait revenu sans problème. Exactement. Et t'aurais gagné du temps. Alors, le problème, c'est que, en fait, si tu fais Adrien Silva ou Vinicius en fin de saison, c'est logique et je trouve ça bien. Par contre, si tu les fais maintenant, je trouve que c'est pas bien. Enfin, tu vois, tu perds du temps, tu fais comprendre que, en fait, ça aurait été de très bons, que c'est des choix par défaut. Ouais. Ben ouais, tu t'envoies un mauvais signal. Ouais, c'est sûr. Et puis t'aurais pu avancer plus sereinement dans ce mercato-là en te disant bon, on a Adrien Silva. À la limite, tu peux chercher un profil à la limite différent à côté de lui, voire parier sur un joueur un peu plus jeune, parce que tu sais qu'Adrien Silva, il fait son match moyen, il fera jamais de match trop catastrophique. Vinicius, bon, si je sais pas, moi, si tu prends Slimani pour presser, si tu prends Slimani pour bien presser, parce que c'est quand même quelqu'un qui court, il faut lui reconnaître quand même des qualités. C'est je pense quelqu'un qui va faire du bien à Monaco. Enfin, t'avais Vinicius quoi, qui est plus jeune. Enfin. Sur les rapports avec le club en tant que média, je me posais une question, notamment dans ce genre de période où c'est vrai qu'il y a forcément beaucoup de choses qui remontent, puisque c'est un peu le moment où on remue un peu la vase dans l'eau. J'imagine que tu as forcément plus des fois d'infos ou d'échos, des choses que donc on en a pu parler, mais voilà, que forcément tu peux pas tout dire aussi. Est-ce qu'il y a aussi en même temps une retenue dans les médias principaux, que ce soit Nice Matin ou l'équipe, en sachant que tu es lu certainement et assez analysé suivi de près par l'encadrement du club? Non, absolument. C'est-à-dire si je me freine de dire des choses ou des trucs comme ça? Ah non, absolument pas. Par exemple, imaginons si une réalité qui serait que Jardim Petrov, c'est pas une relation au beau fixe. Voilà, le dire un petit peu autrement et en tout cas ne pas trop le laisser supposer en même temps, quoi. Mais non, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, quand tout va mal, bon, on n'en est pas là, ça va pas tout mal, mais bon, ça va pas quand même fort. C'est très facile de trouver des gens qui te parlent et qui te parlent pour leur intérêt, si tu veux. Donc le piège aussi, c'est de pas tomber dans ce que tout le monde veut entendre, et surtout qu'à Monaco, tu sais que t'as toujours cette relation un peu froide entre le palais et la direction et les propriétaires. Donc à chaque fois que ça va mal, tout le monde vient de te grossir un peu les traits des uns, des autres, c'est la faute de lui ou d'un tel. Des fois, quand on emploie le conditionnel, c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose, c'est parce que c'est vraiment à prendre au conditionnel. C'est-à-dire que faut pas non plus être tout prendre pour argent comptant de ce qui nous arrive à nous, aux oreilles ou comme ça. Parce que c'est vrai que depuis quelques jours, voilà, il y a quand même vraiment ça se lâche énormément, surtout c'est surtout Jardim, voilà, comme on l'a dit en intro, qui cristallise tout ça. Et c'est vrai qu'en plus à côté tu as Petrov qui passe pour le pas le justicier mais le redresseur de tort, enfin tout ce qui est toutes les dérives, c'est lui qui mais attention, qui a encore une fois le rôle qu'on lui a donné, on lui a demandé ça aussi. Donc, mais c'est vrai que du coup il y a ce côté un peu chevalier blanc là qui arrive, alors que limite voilà, Jardim c'est le vilain canard qu'il faut presque éradiquer. Enfin, mais il y a beaucoup de choses qui se recoupent, donc on peut imaginer que ce sont peut-être les mêmes gens qui ont intérêt aussi à ce que ces choses-là remontent et que ces infos sortent. Bien sûr. C'est, comme on dit, balance tes sources, mais évidemment que personne les balance, mais peut-être que ce sont des sources communes justement qui profitent de ces périodes-là aussi pour faire remonter. Oui, bon, de toute façon ça vient pas des supporters ou du mec qui a le bar du coin.
c'est à chaque fois qu'on a des infos, c'est quand même des infos toujours de première main et qu'on vérifie et qu'on entrecoupe et etc. Mais je me souviens quand Toulalan avait quitté Monaco aussi, il disait la méthode Jardim, moi j'ai besoin de courir, j'ai besoin de faire ci, de me défoncer, nana. Je crois que son premier match à Bordeaux, il se pète à la cuisse ou enfin pas vraiment il faut vraiment prendre tout ça avec des pincettes. Il y a qu'une vérité. Quand tu gagnes tes matchs, quand tu gagnes, il y a une atmosphère où t'enchaînes, quand la confiance est là, tout le monde tout le monde est content où tu fais un peu fi des différentes animosités quoi. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Là où on peut critiquer Franck Jardim, c'est de peut-être dans ce contexte-là pas réussir à effectivement maintenir ce groupe qui est pas obligé de prendre 3 buts à chaque fois ou même tu peux jouer à 10 et faire un partout à Metz. Enfin tu vois, il y a là tu peux te poser des questions, mais le problème c'est que quand même il y a des lacunes à certains postes qui font que à Metz Ben Yedder il est arrivé depuis 3 jours, tu peux pas le contredire là-dessus quoi. Jardim qui viennent d'arriver, Nelson Martins il a le droit. Pour finir, moi j'aurais juste 2 petites questions. La première est je te demanderai à travers cette question même de me faire une petite flair. Elle s'adresse aussi à Damien, à Rome, si Rome est toujours là. Mais qu'est-ce qui, vu que la tendance est au pessimisme et qu'on doit en foutre plein la gueule à Jardim, mais c'est pas du tout le but de ma question. Mais qu'est-ce qui vous dérange le plus, ou vous exaspère le plus dans la méthode Jardim? Dans la méthode Jardim. En plus, c'est vrai que tu l'as aussi, tu l'as régulièrement face à toi en conférence de presse. D'ailleurs, excuse-moi, je squeeze un peu ta question, Adrien, en plus. Mais est-ce que tu as senti une différence aussi par rapport aux précédentes années? Est-ce que c'est quelqu'un qui te paraît un peu plus détaché ou qui semble moins présent, moins faire d'efforts vis-à-vis de la presse? Non, est-ce qu'il te donne pas une impression un peu non? Non, pas du tout. Il a pas là-dessus. Il a pas. Toujours le travail, toujours l'eau-plogette. Ouais, voilà. Peut-être. Après, des fois, il faut bien comprendre que ça arrange d'employer les mêmes phrases. Les joueurs aussi, ils font ça. Ça évite. Oui, bien sûr. Alors souvent, on est critiqué. Vous posez pas les questions. En fait, souvent, on pose les questions. C'est juste que des fois, ça les gêne pas du tout de répondre complètement à côté. Ce qui pourrait. La méthode, après c'est en termes d'entraînement. J'en ai une, du coup, si tu veux, mais. Vas-y, dis-moi. Et donc du coup de poser cette question, c'est pourquoi il y a qu'un entraînement par jour, surtout quand on prend des défaites et qu'on ramasse. Et qu'il y a 2 jours de repos derrière. Ouais. Ouais, non, mais c'est. C'est des questions, par exemple, là, c'était, je crois, la fin de saison dernière. On avait perdu, on était en danger, et là, t'as 1 jour et demi de repos. Enfin, ça, c'est une question, par exemple, que vous posez. Je dis, mais pourquoi tu dois retourner au mastic. Ouais, mais après, tu sens aussi ton groupe et des fois, qui se posent sur leur canapé avec leur famille parce qu'ils sortent pas tous en boîte de nuit, ça peut aussi te remettre à l'endroit plus que de courir aussi, puisque de toute façon le lendemain ton jour de décrassage, tu trottines, tu fais du soin. Non, mais après je sais honnêtement, encore une fois, dans la mesure où t'as été champion et t'as fait le podium avec cette méthode-là, tu vois, c'est pas ce qui pourrait peut-être me gêner, c'est sur certains peut-être certains ou changements tardifs ou peut-être ou le système qui bouge peut-être pas trop, des choses comme ça quoi. Après c'est pas des D'ailleurs, ça me fait penser, changement tardif, ça a été un petit peu évoqué là justement par Romain Molina sur certains joueurs, il est fait croquer comme on dit, même s'ils rentrent tardivement, en leur disant limite pense à la prime de match. C'est des choses qui te sont revenues, toi, ça par exemple? Non, franchement, dans le détail comme ça, non, mais bon, après ça me. Ouais. Il y avait aussi une histoire comme quoi si Jardim disait rien, c'est parce qu'il croquait sur les transferts, il prenait un petit pourcentage et tout. Je me souviens, j'avais posé la question à Yann Pecheral de RMC quand je l'avais croisé, et il me dit non, c'est pas quelque chose qu'il avait entendu non plus. Donc bon. Moi non plus, je t'avoue, mais tu sais, après t'as tellement de façons je dis pas que ça existe pas, mais t'as tellement de façons que
autant Vadim, lui, c'était contractuel, autant tu sais, dans le système dans lequel oui, tu peux à un moment avoir un petit coup de pouce du destin par un jeu de billard à 3 bandes. Je sais pas du tout si, attention, je dis pas, c'est pas des choses qui me, mais encore une fois, tu sais, moi, si le mec il fait croquer et que t'as gagné 2-0 à Lyon, je trouve pas que ce soit des choses hyper importantes. Ça saute aux yeux là parce que ça va parce mal que dans le contexte et que ça sort bien sûr. Oui. Je suis d'accord avec toi. Si tu veux me demander le truc qui m'agace le plus, moi c'est le cas Falcao. C'est tout. C'est quelque chose que tu dois pas le laisser partir à la Copa América sans avoir réglé son avenir. Tu dois pas, ou alors tu dois le dire, tu pars, on compte pas sur toi et tu l'annonces à tout le monde et tu travailles sur un autre dossier enfin voilà. Mais tu dois pas te retrouver à 10 jours du championnat, dans ce contexte-là. Quand c'est ton capitaine, c'est l'histoire du club. Après, encore une fois, moi j'assume totalement, hein. L'an dernier, au moment du bilan, moi j'avais dit, Falcao, faut pas oublier les mauvais matchs qu'il a fait. Bien sûr. Je suis pas. Je me souviens, on l'avait dit ensemble, la saison de Monaco c'était Falcao, mais pourquoi envoyer une délégation monégasque du coup lors de l'ouverture de sa fondation en Colombie ou ces choses-là? Parce que non, mais après c'est des deals aussi de club et puis c'est pour bien passer. C'est parce que t'as besoin pour le rayonnement de la marque, parce que je sais que la communauté colombienne, en termes de soit sur les réseaux sociaux ou même je me souviens la première fois où il a signé, ils avaient fait une tournée là-bas de matchs de préparation. Oui, exact. Oui. Et dans le contexte de Monaco où tu sais que tes revenus ils viennent pas de 36 trucs, c'est pour ça que c'est plus le cas Falcao qui m'agace parce que ça doit être réglé, ça bloque énormément quoi. Non mais c'est-à-dire que tu penses que le joueur est sous contrat et qu'il va te faire la saison comme ça, normalement, au pire on le retient et puis il jouera parce qu'il est en contrat jusqu'au 30 juin. C'est pas sérieux. Tu sais que Falcao, à l'approche de la Coupe du Monde, par l'histoire qu'il a eue aussi avec ses ligaments, tout ça, il a eu tendance des fois il écoute énormément son corps. On va plutôt le formuler comme ça. C'est quelqu'un qui prend soin de son corps et qui prend pas de risque. Tu vas jouer avec un jeu. Tu penses que tu vas le convaincre de rester dans sa dernière année de contrat. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible et d'autant plus. Alors c'est une parallèle, mais quand tu sais que Radji, tu lui as expliqué une semaine avant de la fin de son contrat que t'allais pas le prolonger. C'est pas des choses qui se font. C'est pas très très classe, moi je trouve. Voilà. Que tu prolonges pas Radji, y a pas de souci, mais tu peux lui dire au mois de janvier qu'on compte pas sur toi, quoi. Voilà. Ouais. Concernant Falcao, est-ce que selon toi, on a des chances de le voir dimanche à 15h contre Nîmes? Si tu le vois dimanche à 15h contre Nîmes, je pense que c'est parce que ça avance dans le bon sens pour Monaco, quoi. Si tu le vois sur le terrain, s'il est habillé en costume et avec son téléphone, c'est mauvais signe, voilà. Non, mais si tu le vois en terrain en tenue d'entraînement, sur le terrain en tenue d'entraînement, a priori, ça serait bon. Ah, mais si. Écoute, en tout cas, merci Fabien pour avoir fait ce point là, ce gros point là sur Monaco qui est déjà dans la tourmente. Ouais. Et en premier lieu aussi Jardim qui va être certainement le fusible. Il y a presque pas de suspense quoi, à moins que la reprise en main soit spectaculaire ou quoi. A priori là ça sent la fin de cycle on la sentait déjà depuis 1 an et demi. Là bon la fin de parcours ça se précise vraiment de plus en plus. Ça va pas très bien, on va espérer que ça se reprenne, ne serait-ce que juste pour la santé du club sur le plan sportif et pour vivre un petit peu quelques émotions parce que ça fait quand même un petit moment qu'on n'a pas vibré pour la SM donc et qu'on a tous l'impression d'être dans le prolongement de la saison précédente, donc c'est ça qui est chaotique. Mais c'est pour ça que encore une fois le discours est, excuse-moi de couper comme ça, mais si là on se dit tous que en fait l'objectif c'est top 10 une année de transition, je peux te jure t'as les moyens de le faire et 2 on dort tous tranquille. T'as pas de pression. Ouais. Voilà. En tout cas, merci à toi. Deuxième participation et comme le disait Damien, j'espère que la prochaine fois qu'on t'aura ce sera pour dire dans un contexte plus favorable. En 2021 à peu près, je pense. Et même si Jardim est parti, vous pouvez me rappeler quand même.
Ça marche, pas de souci. En tout cas, merci Fabien. Nous, on va s'arrêter là. Voilà, on a fait ce gros point actu. Évidemment, pour relayer l'émission, mettre des pouces bleus sur YouTube. N'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, puisqu'on aime bien répondre à vos commentaires, et puis à le partager sur les réseaux sociaux. Rendez-vous dimanche. Rendez-vous dimanche, le prochain rendez-vous, du coup, c'est le débrief de Monaco-Nîmes. Le match est à 15h. Donc, le débrief sera dans la soirée et la publication aussi en fin de soirée. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Adrien. Merci Rome. Je sais pas s'il est encore là. J'ai l'impression que Houston à la base. Je crois que la connexion a fait défaut, malheureusement. Merci Fabien et merci à tous de nous avoir suivis. Et à bientôt. Salut, Aïda Gemonegu. Et bisous.